Lyon, commissariat du 9e arrondissement. Parti. Dès qu'on sort, c'est l'arme. Ça peut nous sauver dans des conditions extrêmes. J'espère que tu auras la chance de jamais m'en servir. Qu'il y aura d'autres façons de régler les situations et les conflits, mais bon, c'est jamais. Ça fait partie du métier. Christian, on va à la poste. Vous avez une voiture nécessaire ? Ouais, c'est bon, on a la Mégane. Allez, go. À tout à l'heure. Stéphane et Alexandre sont enquêteurs à la brigade financière. Ils partent sur la piste d'un escroc de haut vol qui les provoque depuis plusieurs semaines. L'homme est un spécialiste des faux papiers avec lesquels il ouvre des comptes en banque sous un faux nom. Il a déjà escroqué 2 organismes financiers et un concessionnaire automobile. Le préjudice s'élève à 100 000 €. Dans quelques jours, il doit venir récupérer à la poste un chèque d'un organisme de crédit d'un montant de 22 000 €. Les 2 policiers mettent en place un dispositif pour l'interpeller. Vous essayez, dans la mesure du possible, d'aller repérer à chaque fois les lieux. C'est nécessaire. Pour une interpelle, il vaut mieux. D'une part, c'est pour notre sécurité, pour celle des personnes qui peuvent se trouver à proximité. Et puis du mise en cause aussi. L'escroc a ouvert un compte dans cet établissement sous le nom de Muller. Brigade financière. Est-ce que c'est vous qui avez eu le fameux Muller au téléphone? D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il appelle, garçon? Pour savoir si son crédit est là. D'accord. Il voulait qu'on lui fasse envoyer le chèque directement sur son compte. Avec les 22 000 €, le fameux Muller a prévu de s'acheter une voiture. Il sera alors difficile pour les policiers de retrouver un homme dont l'identité n'existe pas. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de l'interpeller ici. S'il fixe un rendez-vous dans l'urgence, vous prenez le rendez-vous. Ouais, bien sûr. On s'arrangera de notre part, ça bousculera tout, mais c'est pas grave. Donc l'avantage c'est qu'on est à côté. Ouais. Donc c'est vrai qu'on peut Donc, bien rapidement. Bon. Et jeudi alors. L'escroc en question a choisi l'heure du déjeuner pour son rendez-vous à la poste, et ce n'est pas un hasard. En général, quand tu multiplies les ouvertures comme ça, ils ont tendance à sentir qu'à un bout d'un moment qu'ils peuvent se faire rattraper à un moment ou un autre, ou alors que la poste peut tiquer justement sur les papiers qu'ils fournissent. Donc ils sont méfiants, ils viennent comme là, ils viennent en fin de matinée, midi, ou alors à l'ouverture, ou en fin de journée. Exprès, entre midi et 2, on est plutôt sous-effectif, donc ils savent qu'ils peuvent profiter de cette faiblesse. Chaque année en France, des centaines d'escrocs, à l'image de Muller, se livrent à un pillage de la société de consommation. Ce sont des millions d'euros qui remplissent les poches de ces nouveaux délinquants en col blanc. Les commerçants, les banques, les organismes de crédit sont les victimes de ces arnaques organisées avec des faux papiers. Lyon a été particulièrement touché par ces raids d'escrocs. La capitale régionale n'est qu'à 2 heures de Paris en TGV. Plus de 80% de ces escrocs viennent de la région parisienne. Ils se disent quoi? Ils disent qu'en province, c'est peut-être plus facile, ou ils ont considéré que c'était plus facile, ou que jusqu'à présent, l'organisation de lutte contre ce type d'infraction n'était pas en place. C'est-à-dire que maintenant, tout est centralisé chez nous, ce qui nous permet, à ce moment-là, d'agir très vite. Le commandant Christian Veilly a donc mis en place une cellule d'enquête spéciale, unique en France. Son nom, l'OCFI, ouverture de compte sous fausse identité. Il faut quand même savoir qu'en 2003, nous avons eu des résultats tout à fait positifs, puisque c'est quand même près de 30 personnes qui ont été interpellées. Rien que sur l'agglomération lyonnaise, le total, le montant des préjudices avoisine le 1 million d'euros. Il était nécessaire de pouvoir créer quelque chose, une véritable cellule, et tout centré sur cette guerre, entre guillemets. Bon, allez, on y va rapidement. Ce mercredi matin, le groupe Flagrant délit se prépare pour interpeller Muller. L'homme aux multiples identités doit venir récupérer son chèque dans quelques heures maintenant. L'interpellation, si elle se fait, l'intéressé est censé nous retrouver à la poste, enfin retrouver son conseiller vers midi. Donc on va faire 2 équipes, 2 à l'intérieur, 2 à l'extérieur. Donc les gens du Sud, Alex et moi-même, on va se mettre au chaud, parce qu'on est frileux. On connaît la poste, on sait où on peut se poster. Ouais, en fait, c'est ceux qui courent dehors et ceux qui Voilà. ne courent pas dedans. Exactement. Généralement, ce genre d'individu n'est pas dangereux, mais les policiers prennent tout de même des précautions. Pourquoi vous mettez votre gilet pare-balles? Pour vivre un peu plus vieux, déjà, parce que j'ai 2 enfants et une épouse à la maison. Et puis j'aimerais bien continuer ma carrière dans la police. Donc c'est bon, on a tout le cadre juridique. Depuis 6 mois, le port du gilet pare-balles est obligatoire pour les interventions sur le terrain. En général, c'est vrai qu'on n'a pas affaire à des individus
individus qui rentrent avec des armes à la main et qui menacent tout le monde. En général, ils essaient de gagner plutôt la confiance des gens, et notamment des conseillers financiers. Donc, mais on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri qu'il y en ait un qui pète un câble justement au moment de l'interpellation. Il est 11h à présent. Muller a rendez-vous avec son conseiller financier à midi. Les policiers mettent en place leur dispositif, mais à leur arrivée à la poste, Stéphane et Alexandre ont une mauvaise surprise. Muller s'est présenté à 9h moins quart ce matin. Je n'ai pas pu le disjoncter parce que comme il avait rendez-vous à midi avec Brigitte, je lui ai dit qu'il avait son rendez-vous à midi. Oui. De manière à ne pas lui dire surtout qu'on l'attendait sur quoi que ce soit. D'accord. Je lui ai dit, bon, vous avez effectivement pris rendez-vous à midi avec Brigitte. Donc bon, elle vous recevra à midi. En fait, Muller a appliqué une tactique bien connue chez les escrocs. Il a changé l'heure du rendez-vous à la dernière minute pour éviter d'être piégé par la police. Si l'employé les avait appelés, les policiers seraient venus cueillir l'escroc à 9h. Déçu, il continue pourtant la surveillance. Muller reviendra peut-être à midi. Je suis un peu surpris de ne pas avoir reçu d'appel, mais bon. C'est un truc qui nous surprend un petit peu parce que c'est dommage qu'on ne nous ait pas appelé parce qu'on serait venu de suite. Surtout qu'on est, on est à côté quoi, du. C'est dommage. Bon, maintenant, ça va. On va croiser les doigts pour que... Bonjour, Alexandre Laborde de la brigade financière. Vous êtes donc la conseillère qui est en charge du dossier Muller? Absolument, oui. D'accord. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises? Ça m'a fait même une très bonne impression. Vous n'aviez aucun doute sur lui? C'est d'entrée, il a eu un doute. Mais autrement, les sous, il les aurait. Qu'est-ce qui vous a fait tiquer? En fouillant comme ça, il y avait des choses qui ne correspondaient pas. La rue et le coin ne correspondent pas au salaire qu'il me donnait, par exemple. Le salaire était important, Oui. Il me présente un salaire, il est directeur commercial, parce que j'ai appelé la fiche de paye, moi, quand même. Hein. Avant de donner carte bleue tout, j'ai appelé la fiche de paye, on me dit, Monsieur Muller, oui, il existe. Bon, ben, c'est bon. Hein. Donc moi, j'ai envoyé. Comme quoi, j'avais un petit doute, parce que j'appelle pas systématiquement la fiche de paye. Là, je l'ai appelé. Quand la conseillère a appelé le soi-disant employeur de Muller, c'est en fait un complice qui lui a répondu. Tous les papiers présentés par l'escroc pour ouvrir son compte sont des faux. Fausse carte d'identité, fausse fiche de salaire et même faux avis d'imposition. Mais Muller a commis une petite erreur. L'adresse indiquée sur les faux est un squat. La conseillère le savait et un directeur commercial habite rarement dans un squat. Nous, on attend simplement qu'il rentre dans votre bureau. À la rigueur, vous lui demandez sa pièce d'identité, justement. Et puis dès qu'il vous l'a donné, que c'est confirmé que c'est Muller Philippe, tac, on l'attrape. Dans son bureau, la conseillère est maintenant en place. À l'accueil, côté public, personne ne soupçonne ce qui est en train de se tramer. Quelques minutes plus tard, un homme est repéré dans la file d'attente. Il correspond au signalement de Muller. Dites-moi, madame, ce que vous allez faire. Vous avez moyen de le regarder, vous. Si vous voyez qu'il quitte l'agence, vous nous le dites. Il est dans la file, il bouge pas. Vous pouvez rejeter un œil, là, hein, parce qu'on va pas le laisser filer encore une fois. Si tout va bien, dans quelques minutes, Monsieur Muller sera avec nous. S'il vous plaît. C'est pas lui? Fausse alerte, l'individu en question n'est pas Muller. Non, mais c'est pas lui. Si il débarque ici cet après-midi, vous nous passez un coup de fil, on est là, on vous envoie. Vous pouvez remettre comme On c'était. va en hélicoptère, vous le gardez 10 minutes et on arrive. Hein. Vous lui offrez des bombes à chat, vous faites ce que vous voulez. Hein. On téléporte. Vous dites qu'il a gagné la cagnotte de la Poste? Oui. Hein? Vous êtes notre millième client. Et... Voilà. Bon, bah merci. Ça fait aller, c'est comme ça. On les a pas à chaque fois. On a la chance d'avoir le temps pour nous. S'il continue son petit manège sur Lyon, on arrivera à l'attraper plus tard. Il doit sentir que c'est en train de se retourner sur sa personne. J'espère pas, mais bon, si c'est ça, on le perd définitivement ou il continue à tourner sur notre secteur. Hein. On va voir ça dans les jours qui viennent. Pour l'instant, on lève le dispo, c'est terminé. Ce jour-là, Muller a probablement flairé le piège. Il n'est pas venu empocher les 22 000 €, mais il a échappé à la police. De retour à Paris, nous avons voulu savoir comment Muller et les autres escrocs parviennent à se procurer des faux papiers. Après plusieurs semaines d'enquête, nous entrons en contact avec un réseau spécialisé. Ça va, monsieur?
Nous commandons une carte d'identité nationale et une quittance EDF qui servira de justificatif de domicile. L'homme que nous rencontrons a plusieurs escroqueries bancaires à son actif. Il connaît bien le milieu des faussaires. Ceux qui sont sérieux, pas beaucoup. Par contre, vous avez des petits artisans qui peuvent faire de bon travail. Ça, on peut dire une cinquantaine. Pas sur toute la France, la région parisienne peut-être. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui achètent des faux papiers, à votre connaissance? Bien sûr. Les gens pensent que c'est les gens qui n'ont pas de papier, qui sont en situation irrégulière, qui en ont besoin de tout. C'est des conneries parce que les faux papiers servent plutôt à faire beaucoup d'autres choses. L'ouverture de compte, à prendre l'argent, à faire des crédits, des tas de trucs. Ça sert plutôt à ça que... Nous nous rendons dans le local où notre contact doit récupérer les faux papiers. Notre intermédiaire a prévenu qu'il ne viendrait pas seul. Il fait passer notre journaliste pour sa fiancée. La première pièce présentée est la quittance EDF, pour laquelle nous avions avancé une somme de 150 €. Elle vient de l'EDF, cette... C'est garanti, c'est l'EDF. D'accord. Ça vient de l'EDF, c'est pas une photocopie, c'est rien du tout, c'est l'original. La quittance qu'il nous remet est un document rare. Il ne s'agit en effet pas d'une fausse, mais d'une vraie quittance EDF. Cet imprimé vierge a donc été obtenu grâce à un complice travaillant dans l'entreprise publique. Ils nous remettent ensuite la carte d'identité. Nous l'avions payée 300 €. À première vue, cette fausse carte ressemble à une vraie. Même taille, même couleur, plastique de bonne qualité. Seul petit défaut, les caractères d'imprimerie légèrement différents. Pour cette fausse carte, notre journaliste Corinne Langlois a choisi une nouvelle identité. Elle s'appelle désormais Nathalie Desmoulins. Sur la quittance EDF, remplie elle aussi avec le faux nom, nous avons indiqué une adresse où Nathalie Desmoulins n'habite pas, mais où elle pourra passer prendre son courrier. Fausse carte d'identité, fausse attestation de domicile. Pour ouvrir un compte en banque, il ne manque plus maintenant qu'un faux bulletin de salaire. Un jeu d'enfant, il suffit d'acheter un logiciel dans le commerce. Je viens pour un logiciel. Je serais intéressé par une vue de comptable. Vous avez ça? Vous voulez quoi comme la compta, la paye et tout ça? Non mais moi en fait ce qui m'intéresse c'est un logiciel pour la paye. Est-ce qu'on peut faire un bulletin de salaire avec ça? Oui bien sûr. C'est compliqué, il faut être comptable pour ça ou quoi? C'est déjà tout préparé, après il y a plusieurs modèles différents. Donc en fait n'importe qui peut s'en servir. Il n'y a pas besoin d'être comptable pour... Ok, merci. Rien de plus facile, en définitive, que de fabriquer ses propres fiches de paye. Il suffit de posséder un petit ordinateur et une imprimante. Après avoir installé le logiciel, nous commençons à remplir les cases. D'abord, le nom du salarié fictif. Il faut ensuite choisir un salaire, suffisamment élevé pour obtenir des crédits intéressants, mais pas trop pour ne pas éveiller les soupçons. La somme couramment choisie par les escrocs tourne autour des 4 000 €. Avec ces 3 bulletins de salaire, plus vrais que nature, le dossier de Nathalie Desmoulins est complet. Nous pouvons maintenant ouvrir un compte dans une banque. Nous choisissons une enseigne qui a longtemps été la cible principale des escrocs. La scène est tournée en caméra cachée. Bonjour, ce serait pour une ouverture de compte? Qu'est-ce qu'il faut exactement comme document? D'accord. Vous avez votre identité sur vous? Oui. Notre journaliste présente sa fausse carte d'identité. Nous sentons que le conseiller financier a un doute, mais il ne dit rien. Nous le mettons alors sur la piste. Ça vous paraît bizarre ma carte d'identité? Ouais. Ah bon? Pourquoi ça se voit? Ouais. Ouais, ça me paraît bizarre. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, je peux pas vous dire. Depuis tout à l'heure je la regarde, c'est rien. Les lettrines sont bizarres, il y a des espaces avant les virgules, elle est bizarre. Même la photo, elle est bizarre. Le conseiller financier a vu juste. L'espace entre Nathalie et le deuxième prénom, Sonia, est beaucoup trop large. Un document officiel ne comporterait pas une telle faute de frappe. Vous avez un service qui vérifie, Bien j'imagine? sûr. Ouais. Et puis je vous soupçonne pas du tout de quoi que ce soit. Vous n'avez pas le profil? Pourquoi normalement c'est quel genre de profil? Je sais pas, il y a des incohérences dans le discours, il y a des justifications intempestives, il y a des choses comme ça qui trompent pas. Ce qui n'est pas votre cas. Pour y arriver, il faut avoir un vrai réseau, quoi. Enfin, c'est devenu compliqué maintenant. Vous voulez verser combien sur votre compte aujourd'hui? Non, je vais rien verser. Mais je vais pas ouvrir de compte en fait. Pourquoi?
parce que c'est une fausse carte d'identité. Vous plaisantez? Non? Mais le conseiller ne plaisante pas non plus. L'expérience a failli se terminer au poste de police. Après ce premier échec, nous tentons notre chance dans un autre établissement bancaire, cette fois en banlieue parisienne. Les journalistes arrivent juste avant la fermeture de la banque. La conseillère est pressée, mais elle accepte de remplir le dossier. Bonjour. J'ai 3 fiches de salaire. C'est un compte courant que vous voulez? Oui. C'est assez rapide pour avoir la carte bleue. Vous comptez en gros une semaine à 10 jours. D'accord. Donc là, le découvert que je pourrais avoir, c'est quoi? Vous me dites, C'est 1000 €. Cette dame n'a aucun doute sur la carte d'identité. Les employés de banque ne sont pas formés pour détecter les faux papiers. Elle nous ouvre donc un compte sans la moindre difficulté. En quelques minutes, le tour est joué. Quelques jours plus tard, nous retirons carte bleue et carnet de chèques au nom de Nathalie Desmoulins. Avec une mise de départ de 400 € pour les faux papiers, nous voilà donc en possession d'une carte bleue et d'un chéquier qui vont nous permettre d'effectuer des achats sans argent et en toute impunité, puisque Nathalie Desmoulins n'existe pas. Nous tentons l'expérience dans un grand magasin. Nous décidons d'acheter un téléphone portable qui vaut 238 €. C'est ça pour nous, 238? D'accord. Vous le remplissez Et là, surprise, le chèque doit être contrôlé par un vigile, ainsi que notre carte d'identité. Le vigile a des doutes, la carte d'identité lui paraît suspecte. Vous êtes formé pour détecter les fausses cartes? C'est parce que moi, c'est un peu drôle, quoi. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle a de bizarre? C'est pas moi, je trouve ça, c'est un peu. Parce que t'as déjà au moins. Regarde. Oui, la mienne. Ouais, ça fait. Ouais, c'est pas de la même couleur. Pas la même. Ouais, bon, ça veut rien dire. Ouais. En fait, c'est parce que vous avez beaucoup de vols, c'est ça? Beaucoup de vols, beaucoup de fausses cartes de plus. Fausse carte bleue? Le vigile décide de demander conseil à son collègue. Bonjour. 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 Regarde, moi je vais monter ma carte. Ouais, c'est marrant parce que c'est pas les mêmes lettres. C'est pas les mêmes. Regarde. Et vous en avez Mais souvent, vous êtes formé, monsieur, pour ça ou... Sur le billet, oui. Sur les billets. En fin de compte, malgré les doutes, la carte d'identité est acceptée. Les vigiles craignent de froisser les clients. Notre démonstration est faite. Nous trouvons alors un prétexte pour annuler l'achat. Non, monsieur, parce qu'on va attendre le mois prochain, parce que comme on n'a pas encore eu notre salaire... On va pas le prendre. En fait, on trouvait que ça faisait quand même élevé. Face à la recrudescence des vols avec faux documents, cette grande enseigne a donc recruté des agents chargés de vérifier les papiers. Mais manifestement, le système n'est pas infaillible. Ces ouvertures de compte sous une fausse identité ne sont pas seulement le fait d'individus isolés. Ces dernières années, de nombreux réseaux se sont constitués. Ces réseaux n'achètent pas un seul pack de faux papiers, comprenant carte d'identité, justificatif de domicile et bulletin de paie. Ils les achètent par dizaines pour ouvrir autant de comptes en banque. Retour à la brigade financière de Lyon. Nathalie et Jeff sont les spécialistes de la lutte contre les escroqueries en bande organisée. Il est 6h30, les coéquipiers se préparent à démanteler un réseau zaïrois spécialisé dans les faux papiers. Ils vont commencer par l'interpellation d'une certaine Bijou, une jeune femme soupçonnée d'avoir ouvert un compte sous une fausse identité. Nestor de carte 431. Nous nous rendons en interpellation 31 rue Lyon 1er. Est-il possible d'avoir un équipage en soutien? Les policiers sont remontés jusqu'à Bijou grâce à des indices accumulés depuis plusieurs mois. La jeune femme vit en principe seule avec sa petite fille de 3 ans, mais la brigade financière a demandé l'assistance d'une équipe de la brigade anticriminalité au cas où les choses tourneraient mal. Bonjour, monsieur. Madame est là? Première surprise, c'est un homme qui ouvre la porte. Bijou. Je ne sais pas. Elle est où, Bijou? Elle n'est pas ici. Il prétend que Bijou n'est pas là. Elle habite bien là d'habitude. Des fois, il est ici, mais elle est ici. Bon, vous pouvez nous suivre? Qui, moi? Oui. Venez avec nous. Comment ça? On va faire le tour de l'appartement avec nous. Puis, Non. Oh, elle est là. alors
Bonjour madame. Deuxième surprise, Bijou n'est pas très loin. En fait, elle dormait dans le salon, juste à côté. Pouvez-vous lever s'il vous plaît? Tu restes avec elle. Tenez, je prends ça. Non, on vient comme ça, comme on va chercher un malfaiteur ou bien... Non, c'est pas un malfaiteur. Non, c'est... Mais vous savez, on sait jamais où on va, nous. Hein. Ah, mais une dame, on vient comme ça, comme on... Ah bah, écoutez, vous n'avez pas été traumatisé quand même. Hein. Bijou est soupçonnée d'avoir ouvert un compte au nom d'une certaine Madame Courrèges. Avec l'argent, elle aurait effectué une quarantaine d'achats en électroménager, mais aussi dans des boutiques de luxe. Ce que l'on recherche particulièrement, ce sont les documents relatifs donc, à l'alias de Courrèges. Donc l'alias, c'est quoi en fait? L'alias, c'est le nom qui a été utilisé pour ouvrir le compte sous fausse identité. Ensuite, différentes factures d'achat au même nom et du matériel encore sous carton, choses comme ça. Donc il faut savoir que cette personne n'a aucun revenu déclaré. Une association paie le loyer de l'appartement. Et si vous pouvez commencer à regarder, il y a du matériel neuf, il y a des vêtements de marque, donc on va faire le tour. Ah, c'est à papa ça? Non, c'est à moi. C'est à toi? Oui, C'est papa qui l'a acheté? Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont 2 lecteurs DVD. Oui, C'est mon mari qui a acheté ça en Suisse. Elle a tous les factures là. Votre mari gagne combien tous les mois, madame? Mon mari ne travaille pas, mais il fait les au noir. Hein. Il a quel âge le frigo? Vous l'avez depuis combien de Le temps? frigo, j'ai tous les factures là, on a acheté D'accord. avec mon mari. Vous gagnez combien par mois? Je prends ça 5 €. D'accord. Et ça vaut combien une paire de chaussures comme ça, C'est madame? 39 €. Combien? 39 €, c'est soldé, c'est ici là au coin. Si tu veux, je te montre là où j'ai acheté. Et ça, moi, mon père, il a beaucoup d'argent en Afrique, il m'envoie l'argent chaque fin du mois. Moi, ici, en France, je ne fais rien, je ne travaille pas, j'ai rien. Il les envoie sous quelle forme, votre argent? À Angola, là-bas, on n'a pas l'agence ici. Ouais. Il m'envoie quelqu'un, il vient me venir, il m'envoie un petit peu. Bon, on verra ça au bureau. Hein. Les policiers de la brigade financière ne trouvent aucun document au nom de Courrèges. Ils vont donc essayer d'en savoir plus. Bijou est emmené au poste pour y être interrogé. Sa petite fille l'accompagne en attendant qu'un membre de sa famille vienne la chercher. La garde à vue de Bijou peut durer 48 heures. Le fait de ne pas avoir trouvé suffisamment d'éléments, en fait, c'est plus délicat pour l'audition, bien sûr. Enfin bon, avec nos recoupements, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose. Maintenant, il est possible aussi qu'elle se dégage un petit peu sa responsabilité et trouve d'autres explications, nous fournisse des informations complémentaires sur une tierce personne. Nathalie a maintenant un objectif, amener Bijou à donner les noms des autres membres du réseau. T'inquiète, t'inquiète. Allez, on s'assoit, puis on va faire la première audition. La policière soupçonne un dénommé Alain d'être le chef présumé de l'escroquerie. Elle montre sa photo à Bijou. Vous connaissez ces personnes? Non, je ne connais pas. Alors, autre chose. Est-ce que tu l'as déjà vu, même s'il n'est pas ton copain? J'ai vu une fois avec Fabienne. En fait, un compte a été ouvert sous une fausse identité. Fausse identité, Qui s'appelle d'accord. Courrèges. Et Alain, quand on est allé chez lui, on a trouvé un autoradio, d'accord, avec une facture au nom du faux nom qui s'appelait Courrèges. Et quand j'ai demandé à Alain qui est-ce qui l'avait fait, parce que c'était le nom d'une fille, c'était pas lui qui l'a acheté, il m'a dit c'est Bijou, C'est Bijou. que j'ai rencontré. Alain, il travaillait avec Fabienne, il a fait les faux chèques, il a pris toutes les choses là. Bah, pourquoi est-ce qu'il m'a dit c'est Bijou alors? Jamais moi j'ai fait les faux chèques avec Alain. Elle a fait ça avec Fabienne. Elle m'a de mettre à la mère de moi, je suis mère de 3 enfants. Elle n'a rien, sans responsable, hein. Elle va me mettre dans son problème là. Je dis, voilà, vraiment, je suis désolée, je vais parler tout. Hein. Je suis d'accord, on va partir. Parce que jamais j'ai fait les chèques avec Alain. Je parle ça, je te dis la vérité, jamais. Parce que là c'est à cause de ça qu'on est venu chez toi. Hein. Moi, je suis d'accord, on va partir même à la banque. Si elle m'avait même devant conseiller là, il faut lui demander si elle m'a vu, il m'a fait dire. Je connais rien là, regarde, mon bébé il voulait partir à l'école, mais j'ai toujours venu les problèmes, je connais rien. Tu sais qui c'est? Fabienne, non, c'est Fabienne. C'est Fabienne? C'est Fabienne, c'est pas moi, c'est Fabienne. Ça, c'est à la banque, c'est Fabienne. Tu es formelle, c'est Fabienne. Oui, c'est Fabienne. Lors d'une précédente arrestation, Alain, le chef du réseau, avait dénoncé Bijou pour brouiller les pistes et protéger ainsi Fabienne, sa vraie complice. En général, quand une personne ne dit pas la vérité, il y a quand même une part qui est réaliste, parce que lui a besoin d'avoir quand même quelques supports. Donc en fait, il a donné le surnom de madame pour se dégager, en se disant un surnom zaïrois, personne ne va trouver. Et c'est clair que si on ne connaît pas bien le milieu, les surnoms zaïrois, on ne peut pas retrouver le nom véritable puisqu'il n'y a aucun rapport. Bijou, pour trouver le vrai nom de madame, c'était même pas la peine. Sauf parce que je le connaissais déjà via les informations que j'ai pu avoir. Fabienne est amenée à son tour au commissariat. Elle a été interpellée par les policiers alors qu'elle se rendait à son travail.
La jeune femme va devoir s'expliquer sur le compte ouvert au nom de Courrèges. On a un compte bancaire qui a été ouvert au nom de Courrèges, Cécile. Alors, je vous demande simplement maintenant de savoir est-ce que vous êtes mêlé à ça ou pas. Oui. Elle avoue rapidement. Quel est le rôle de Bijou dans ce dossier? Dites-moi. Pour moi et avec. C'était que vous et là? Tu regrettes? Comme j'avais besoin de l'argent, j'avais pas douté. Vous pensez que vous risquez quoi? Alors, en prison. Comme Bijou, elle a une petite fille de 3 ans qu'elle élève seule. Pour avoir participé à cette arnaque, elle risque gros 7 ans de prison. Pourtant, Fabienne n'a pas tiré un énorme profit de cette escroquerie. 2 000 € en liquide, une chaîne IFI et le meuble qui va avec. C'est le chef du réseau, le fameux Alain, qui garde pour lui la plus grosse part du butin. C'est lui qui a la main mise sur le compte, sur la carte bleue et sur l'échiquier. Mais pour l'instant, l'homme est insaisissable. Pour remonter jusqu'à lui, Nathalie et les hommes de la brigade financière doivent interpeller un autre de ses complices, un certain François, zaïrois lui aussi. Il serait le bras droit du chef. Bonjour. Police de police. Sur place, les policiers retrouvent des pièces à conviction. L'homme a gardé une partie des achats frauduleux à son domicile. Il détenait lui aussi un faux compte. Les policiers recherchent ses chéquiers et sa fausse carte d'identité. Vous avez ouvert 2 comptes bancaires, monsieur. D'accord, je suis au courant. Vous avez largué votre passeport à Lyon 2e. Donc vous me racontez pas de conneries. Où est-ce que je trouve les chéquiers? Non, mais j'ai pas de chèque. Moi, de toute façon, Attends, tu l'as fait. Oh, t'as bien ouvert les comptes. Les comptes? Au nom de Benjit. Au nom de Benjit. Ouais. Moi, Oui, c'est ta photo, je le sais. Ouais. D'accord. Il y a quelqu'un, vous savez? Oui, je sais qui c'est. On va en discuter tout à l'heure. Où sont les chéquiers? Je veux les retrouver. Non, mais j'ai pas le chéquier, sinon j'aurais pu vous les donner. J'ai pas le chéquier, j'aurais pu vous les donner. Mais moi, je vous expliquerai comment se fera. Je vous ferai part de tout. Pas de problème. D'accord. Non, mais ça, c'était à l'époque. Ouais. Et vous les mettez pas, quoi? Ouais, je les mets pas, mais non, bah c'est pour pas les abîmer. Il y a 5 ans. Vous avez raison, les chaussures, faut les laisser se bonifier dans la boîte, quoi. Et vous les portez pas? Non, mais je les mets jamais. J'allais voyager justement pour les vendre. Mais vous les achetez où, ces chaussures? Mais à l'époque, quand j'étais à Strasbourg. Non, ça c'est acheté en Angleterre, non? Non. Jamais mise, hein. Non, mais ça, c'est des soldes, là. Ah, une facture. 1545 €. 1545 € pour une paire de chaussures, et les policiers vont en retrouver plus d'une trentaine de paires. Sans compter une chaîne IFI dernier cri et des télévisions 16/9. Espèces, 250 €, vous payez toujours en espèces, vous, monsieur? Et vous n'avez pas une carte bancaire sur votre compte? Bah alors, pourquoi vous ne payez pas en carte bancaire, vous vous baladez avec des espèces? Bonne aubaine pour la brigade financière. L'homme interpellé est du genre conservateur. Il garde toute sa correspondance, enveloppe comprise. C'est dans cette pile de courrier que Nathalie découvre un envoi d'argent suspect au Zaïre. Vous avez envoyé de l'argent à qui, ça? Ben, c'est monsieur... C'est Alain? Vous lui avez envoyé de l'argent au Zaïre? Et c'était votre argent à vous? C'était de l'argent à qui, ça? Non, mais à lui, certainement. 1400 € envoyés au chef du réseau au Zaïre. Le système est bien organisé. Quand il retourne au pays, l'escroc reçoit son argent par mandat. D'après des sources proches de l'enquête, il aurait fait construire une splendide villa dans l'un des quartiers chics de la capitale zaïroise. C'est ce qui arrive régulièrement. On a déjà eu le cas d'individus qui commettaient des escroqueries en France et généralement réinvestissent dans leur pays d'origine de façon à monter soit des entreprises, soit acheter leur propre maison en se disant qu'un jour, de toute façon, ils quitteront la France pour repartir là-bas. Lors de la perquisition, Nathalie retrouve des faux documents prêts à l'emploi. Les malfrats étaient sur le point de les utiliser pour ouvrir de nouveaux comptes. Le kit complet. Faux passeport,
fausse quittance EDF, faux bulletin de salaire. La pièce d'identité falsifiée, la quittance EDF fausse et les 3 faux bulletins de salaire qu'on a au nom de l'individu, l'adresse, etc. La quittance EDF-GDF, on dirait une vraie? Eh bien oui, donc, mais tous les renseignements sont donc faux. D'accord, donc ça se voit pas. Enfin, si on présente ça dans une banque, non, c'est très difficile de... Le seul moyen pour la banque, c'est d'appeler EDF et demander si cette référence-là existe. Le dossier comportait aussi 3 fiches de salaire, fausses évidemment. Là, c'est vraiment très simple, hein, papier blanc, et puis en fait, un cadre de fiche de paye. Hein. Et ça, il n'y a pas moyen de vérifier auprès de l'URSSAF? Non, mais un coup de fil, ça permet de vérifier tout de suite si la personne est employée ou pas. Comme Bijou et Fabienne, François confirme qu'il agissait pour le compte d'Alain, le chef du réseau. Au cours d'une perquisition, les policiers ont fini par mettre la main sur son adresse. Voilà. On croise les doigts pour qu'il soit présent. Les policiers disposent maintenant d'éléments suffisants pour interpeller Alain à son domicile. Pour l'instant, on en est à peu près à presque 16 identités, 13 confirmées, 3 en suspens, donc sur les 13, 39 comptes frauduleux ouverts. La police. Ah, on était attendus, dis donc. Fantastique. Vous ouvrez ou on casse la porte? Bonjour, messieurs. Monsieur. Oui. Alain, bonjour. C'est Alain en personne qui ouvre la porte, mais il n'est pas seul. Une demi-douzaine de personnes partagent l'appartement. Alain est immédiatement arrêté. Dès leur arrivée, les policiers remarquent des comportements étranges du côté de la salle de bain. On a pissé? Non, vous n'allez pas pisser. Ouais, parce que vous avez aussi des problèmes gastriques, comme votre collègue qui vient de me déchirer des papiers puis les foutre à la poubelle. Vous me prenez pour un con, quoi. Alors pour l'instant, tu vas pas aux toilettes. Allez. Qui a fait ça, moi? Ouais, j'en sais rien qui a fait ça. J'y étais pas à l'intérieur, hein. Mais quand on est arrivé, la chasse, elle était tirée. Il s'agissait sûrement de faux papiers déchirés à la hâte dans les toilettes. Alain, lui, ne semble ni surpris, ni inquiet par son arrestation. Vous en foutez d'aller en prison, monsieur? Oui, je m'en fous. Pourquoi? Parce que je m'en fous. Pourtant, l'homme à la tête de ce réseau d'escroquerie en bande organisée risque 7 ans de prison. Au total, l'escroc a réussi à ouvrir 54 comptes en banque avec 19 identités différentes. À lui seul, il aurait empoché plus de 400 000 €. Plus au sud, Nice et ses scandales financiers. Cette fois, les faussaires se sont attaqués à la caisse primaire d'assurance maladie, autrement dit, à la sécurité sociale. Et le préjudice de l'arnaque est astronomique, 1 million d'euros. La plus grosse escroquerie jamais commise aux dépens de la sécurité sociale. Cette affaire éclate en partie grâce aux révélations d'un certain Ulrich Benamar. L'homme est bien connu, comme on dit, des services de police. Il est le premier repenti de France. Ulrich Benamar a navigué pendant des années dans les milieux politico-mafieux de la Côte d'Azur. C'était un homme de l'ombre, spécialiste des basses besognes, des hommes politiques locaux. J'avais pas de titre précis dans ce milieu-là. J'ai aidé tant la gauche que la droite. C'est ce qu'on appelait un boulot de sous-marin, entre guillemets, quand il fallait arranger certains bureaux de vote pour faciliter tel candidat ou tel candidat. C'est vrai que nous sommes quelques-uns comme ça. On nous utilise assez facilement parce qu'on a le relationnel, on a ce que l'on appelle des réseaux qui permettent à certains candidats d'obtenir plus de voix que d'autres et de faire pencher quelquefois la balance. Des réseaux associatifs regroupant plusieurs centaines d'électeurs qui l'appellent à voter pour l'un ou l'autre des candidats. En remerciement des services rendus, Ulrich Benamar et sa femme Sylvie bénéficient de certains avantages habituellement réservés aux élus. On me fournissait des bagnoles de la mairie, on me fournissait des cartes de péage pour partir en vacances. Sylvie voulait partir aller dans sa famille quelques jours. J'ai appelé, je dis écoute, tu me mets une bagnole à la disposition? Oh ouais, monte.
Je dis, ouais, mais attends, j'ai le péage et l'essence, monte. Je suis monté, j'ai pris la bagnole, la carte de péage, la carte d'essence. À son tour, il n'oubliait pas de remercier les membres de ses réseaux. Et la carte, elle était à la station-service. J'ai dit au mec, écoutez, il y en a plein qui doivent venir là. À chaque fois qu'il vous donne ma carte avec une signature derrière, vous prenez, vous faites le plein. Le gars, quand il est rentré, le soir que je suis passé, il m'a dit, vous savez combien il y en a? Je lui ai dit non. Il me dit, écoutez, il y en a pour plus de 7000 francs d'essence. Je lui ai dit, alors que je voulais que ça me foute. Je lui ai donné moi la carte. Et c'est une mairie qui a payé. La mairie, autrement dit, le contribuable. Et c'est encore le contribuable qui va payer dans une autre affaire révélée par Ulrich Benamar. L'affaire des prêts abusifs du crédit municipal. Le système de l'escroquerie était simple. Il suffisait de se présenter sur recommandation d'un homme politique pour obtenir un prêt ou plutôt un don de 200 000 à 400 000 francs. Une fois l'argent versé, le contrat était déchiré. L'emprunteur ne remboursait jamais le moindre centime. Des milliers de prêts auraient ainsi été accordés. L'affaire est actuellement en instruction au tribunal de Nice. En novembre 2002, Benamar veut sortir de ce système de corruption. Il décide de parler à la justice. Depuis, sa vie est devenue un cauchemar. À la suite de ces révélations, il reçoit des menaces de mort. En France, les repentis ne bénéficient d'aucun système de protection. Alors il fuit au Maroc avec sa femme et sa fille de 3 ans. Mais là-bas, les choses ne s'arrangent pas. Beaucoup de personnes ne souhaitaient pas que je rentre, que je témoigne et que je signe certaines déclarations devant les juges d'instruction. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour essayer de vous empêcher Il y a eu enlèvement, séquestration, torture, on peut dire, et actes de barbarie. En guise d'avertissement, ses ravisseurs lui coupent le petit doigt. Il décide de revenir en France. À son arrivée à l'aéroport de Nice, le 21 novembre 2002, une équipe de journalistes l'attend. Le repenti est visiblement effrayé par ce qu'il vient de vivre. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Parce que je crois en cette justice et j'espère qu'on va comprendre que j'étais qu'un petit maillon de la chaîne et qu'aujourd'hui, j'espère que voilà, rentrer chez moi, c'est tout ce que je veux. Qu'est-ce que vous allez dire, monsieur le procureur Éric de Montgolfier? Ce que je sais. Et ce que vous avez, ça a l'air d'être une bombe. Ça dépend de l'utilité qu'on va en faire. À son retour à Nice, Ulrich Benamar est entendu pendant 11 heures par le procureur Éric de Montgolfier. Sur la Côte d'Azur, ces révélations font trembler les hommes politiques de tous bords. Quels sont les témoignages que vous voulez apporter? Quand Ulrich Benamar s'est manifesté et qu'on a su qu'il était venu me voir, j'ai vu tellement de gens appartenant au mode politique se précipiter dans mon bureau pour m'expliquer qu'ils ne le connaissaient pas, que je me suis dit qu'il devait savoir bien des choses quand même. À l'époque, le magistrat s'intéresse de près à une autre affaire, celle de la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie. Une arnaque à la sécurité sociale, évaluée à près d'1 million d'euros. Grâce aux révélations de Benamar, l'enquête progresse à grands pas et le procès peut s'ouvrir au mois de janvier au palais de justice de Nice. Sur le banc des accusés, 24 prévenus. À Nice, le procès de la CPAM est l'un des plus retentissants de l'année. Les prévenus ont littéralement détroussé les victimes du travail. Il ne faut pas oublier que l'argent qui a été détourné, ce n'est pas l'argent de la caisse primaire d'assurance maladie, c'est l'argent des victimes du travail. Des gens qui ont des vrais accidents, des gens qui meurent, des gens qui sont malades à l'occasion de leur travail. Donc il y a un caractère extrêmement sordide. On est en face de cette escroquerie confrontée à une véritable entreprise. Tout est magnifiquement organisé. Et ça a supposé des compétences juridiques, des compétences médicales et également une formidable qualité d'organisation. Le cerveau de l'affaire est un certain Frédéric Portalier, que vous ne verrez pas. Nous n'avons pas eu le droit de le filmer pendant son procès. Sa combine était simple. Première étape, l'homme crée une dizaine de sociétés bidons. Deuxième étape, il recrute de faux salariés, des complices, de préférence des personnes dans le besoin. Les gens dépressifs, alcooliques, les gens mal dans leur peau, mal dans leur vie, les en instance de divorce, les de retour d'Afrique complètement ruinés. Donc toute une population de noctambules, un peu les paumés des petits matins niçois. Il les a repérés, il les a séduits et il les a utilisés. Ces paumés des petits matins niçois reçoivent de fausses fiches de paye avec des salaires mirobolants, 5 000 € par personne.
Au bout d'un mois ou deux, Frédéric Portalier leur demande de simuler un accident de trajet. C'est à ce moment-là que l'arnaque à la sécurité sociale commence. Il leur conseillait dans une démarche de fraude, c'est-à-dire de tomber par terre et puis d'être hospitalisé, puis d'être arrêté. Et lui s'occupait de toutes les démarches administratives pour percevoir les allocations de rente d'accident du travail. Pour que les salariés fictifs puissent toucher l'argent de la sécurité sociale, l'accident doit avoir lieu devant des témoins, dans un endroit fréquenté, comme une gare par exemple. L'employé fictif doit simuler une chute. Ensuite, il fait semblant de perdre connaissance et reste au sol jusqu'à l'arrivée des pompiers. Le faux blessé est alors transporté à l'hôpital où sont rédigés les premiers arrêts de travail. Ulrich Benamar avait été contacté pour participer à la combine. Ben voilà, là, nous sommes devant l'hôpital Saint-Roch. C'était une des phases finales de cette vaste escroquerie, entre guillemets. Alors ici, il n'y avait pas un faux certificat médical. Ici, c'était une hospitalisation en bonne et due forme, avec douleurs que l'on simulait et qui ne sont pas décelables. Style la colonne vertébrale, les vertiges, le dos, les reins, ce qui est difficilement décelable pour des médecins, à part de passer peut-être des scanners ou des IRM. Après 2 jours d'hospitalisation, les faux blessés rentrent chez eux. Ils déclarent leur accident à la sécurité sociale, qui commence à verser les allocations, c'est-à-dire la totalité du salaire net, exonéré d'impôts. Impossible pour les médecins contrôle de la sécurité sociale de vérifier la réalité du traumatisme. S'il y a une blessure, une plaie ou autre, pas de problème, on voit. Elle existe, elle est contrôlable, mais on peut déterminer sa guérison et les séquelles qu'il en reste. Mais là, il n'y a pas de fracture. S'il y a une fracture, on la voit. Là, j'ai une entorse, j'ai eu mal au dos. Ça échappe à tout contrôle, à toute suspicion. Nous avons essayé de rencontrer ces faux malades qui ont perçu indûment des allocations. Aucun d'entre eux n'a souhaité s'exprimer devant nos caméras. Bonjour madame. Vous êtes madame? C'est pourquoi? On est journaliste à TF1 et on a fait le procès de la CPAM. Et on aurait voulu discuter. Moi j'ai complètement coupé les poids avec tout le monde, je veux rien savoir. Il faut aller voir mon avocat. Oui, non mais c'est ce que vous disiez au procès, mais... Au palais de justice aussi, les faux accidentés préfèrent se cacher. Il faut dire que leurs malversations ont duré pendant des années. Pour toucher un maximum d'argent, les arrêts de travail devaient se prolonger le plus longtemps possible. Pour cela, il fallait obtenir la complicité d'un médecin. C'est le docteur Préval qui a joué le rôle. Expert auprès des tribunaux, ce médecin controversé n'en est pas à sa première affaire de faux. C'est lui en effet que l'on retrouve également dans l'affaire Johnny Hallyday. Il aurait signé le certificat médical antidaté de Marie-Christine Vaux, la jeune femme qui prétend avoir été violée par le chanteur. Dans l'affaire de la sécurité sociale, il a signé les prolongations d'arrêt de travail de plus de la moitié des faux blessés. C'est le Lucky Luke de la prescription médicale, celui qui prolonge plus vite que son ombre. Manifestement, c'est un des recordman régional de la prescription médicale. Il a déjà été sanctionné à plusieurs reprises et je suis, moi, pour ma part, absolument convaincu qu'il est mêlé dans cette affaire jusqu'au cou. Le docteur Préval serait donc le complice des cerveaux de l'affaire. Faux, plaide le docteur. Il avoue simplement avoir commis une erreur de diagnostic sur ses malades, comme les médecins de l'hôpital l'avaient fait avant lui. Dans ce procès, moi je me demande ce que j'ai à faire ici, étant donné qu'il y a des tas d'autres médecins qui ont été abusés par ces gens qui faisaient une escroquerie. Et donc je ne comprends pas pourquoi je suis le bouc émissaire. Une fois l'arrêt de travail prolongé, les faux blessés continuent à toucher tranquillement leurs indemnités. Tous les mois, le cerveau de l'affaire, Frédéric Portalier, vient chercher sa part, 70% pour lui, 30% pour les faux accidentés. 2 d'entre eux ont finalement accepté de nous parler à visage caché. Je recevais des sous sur mon compte, j'en rétribuais une partie. C'était quoi le partage? Il m'appelait, me disait il faut tant, je donnais tant, et voilà. Vous saviez pas combien vous touchez quoi en fait? Ouais, environ dans les 6 000 francs. 6 000 francs par mois sur le compte de la sécurité sociale pendant 3 ans. Un autre témoin a profité lui aussi de la combine. Il s'exprime en euros. J'en ai pris que 30 000, c'est 37 000. 37 000. Ouais, mais j'ai jamais touché 37 000, j'ai touché 12 000. Le reste, je l'ai donné. Au total, l'escroquerie a duré près de 10 ans avec 17 faux accidentés officiellement répertoriés.
Le montant total de cette arnaque s'élèverait à un peu moins d'1 million d'euros. Frédéric Portalier, pour sa part, aurait gagné 10 000 euros par mois pendant 10 ans, aux frais d'une princesse nommée Sécurité sociale. Aujourd'hui, il risque 7 ans de prison pour escroquerie en bande organisée. 4 jours après l'ouverture du procès, un élément nouveau intervient. Ulrich Benamar est la cible de nouvelles menaces. Des individus mettent le feu à la boutique de sa femme, Sylvie. L'avertissement est clair, le repenti doit arrêter de distiller ses révélations explosives. Ulrich Benamar nous a demandé de masquer les images pouvant donner des indications sur l'activité professionnelle de son épouse. D'après ce qu'ont dit les gendarmes, puisqu'ils sont arrivés avec un appareil qui détecte les hydrocarbures, il semblerait qu'il y avait de l'hydrocarbure. En tous les cas, vous avez une explication. De toute façon, les menaces, elles sont permanentes. Quand c'est pas des mots, c'est des gestes, c'est des intimidations, c'est des mots qu'on fait passer, des petites phrases. Et puis là, j'ai l'impression qu'ils ont passé la vitesse supérieure. Alors, je sais que ces dossiers gênent beaucoup de gens. Voilà, ce que je peux dire, c'est que c'est ça, et c'est pas autre chose. Pour Ulrich Benamar, le coup est rude. Ses anciens employeurs ne font plus appel à ses services, et c'est donc grâce au travail de Sylvie que la famille survit. Même ton outil de travail, ce qui te donne à bouffer, on l'atteint. Il faut qu'il se mette au vert, il faut qu'il se fasse oublier. La preuve en est, le procès de la CPAM est tombé quand? Avant-hier. Vendredi, on fait cramer ma boutique. Ulrich Benamar et sa femme sont désespérés. Après l'incendie, le repenti retourne alors voir le procureur de Montgolfier pour lui confier son calvaire. J'ai dit à M. Benamar, qui est venu avec son épouse me trouver pour me dire nous avons subi encore des menaces. Je lui ai dit, écoutez, il me semble que si vous nous disiez tout, ceux qui peuvent aujourd'hui vous menacer n'auraient plus rien à vous offrir en quelque sorte en échange. Dites donc tout et c'est votre meilleure protection. Les menaces ne s'arrêtent pas là. Au lendemain de l'incendie, notre équipe de tournage reçoit à son tour un avertissement. La voiture de reportage, garée dans le parking souterrain du palais de justice de Nice, est fracturée. Les cassettes qui se trouvaient dans le coffre sont dérobées. Heureusement, elles étaient vierges. Décidément, notre enquête sur l'affaire de la CPAM et les révélations d'Ulrich Benamar dérangent. Après 4 jours d'audience, arrive le moment du jugement. Bien, le tribunal va rendre son délibéré dans les minutes qui viennent. Je dis déjà pour la cour, donc je remercie les journalistes aussi. Le docteur Préval va assister à sa chute, impuissant. Pour les juges, sa participation à cette escroquerie ne fait aucun doute. Il est condamné. 3 ans de prison, dont 1 avec sursis. Je suis abasourdi, je suis écœuré, je dois dire, de cette décision qui me frappe alors que je suis innocent. Donc je le dis depuis le début, j'ai été abusé et voilà, je ne peux pas vous dire d'autre chose. Pour le docteur Préval, la sanction ne s'arrête pas là. En plus de la peine de prison ferme, les juges lui interdisent d'exercer la médecine pendant 5 ans. Les 17 faux accidentés du travail, eux, sont tous reconnus coupables. Mais aucun d'entre eux n'ira en prison. Ils s'en sortent avec des peines avec sursis de 3 à 12 mois. Mais ils devront rembourser l'argent qu'ils ont touché de manière frauduleuse. Le cerveau de l'affaire, Frédéric Portalier, est lui condamné à 5 ans de prison ferme et au remboursement des sommes détournées. Je suis abasourdi. Je trouve que la peine qui a été prononcée contre Portalier est extrêmement sévère. Elle témoigne d'une volonté de la part des magistrats de vouloir juger pour l'exemple. Et on ne juge pas les gens pour l'exemple, on juge les hommes pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils sont. Bon, c'est pas félicité. Les avocats des parties civiles sont satisfaits, mais des zones d'ombre subsistent. Où est passé l'argent de la sécurité sociale? A-t-il été joué au casino comme certains le prétendent? Où est passé l'argent? 800 000 euros, probablement beaucoup plus, parce que 800 000 euros, attendez, c'est juste ce qu'on a repéré. D'abord, c'est 860 000 euros, et c'est juste ce qui a été identifié. À mon avis, on peut multiplier le chiffre par 3 ou par 4. Alors, où est l'argent?
mystère et boule de gomme. Évidemment, il n'est pas parti au casino de Monaco. Évidemment, il est probablement en Birmanie ou dans un pays asiatique, puisque manifestement, on y allait souvent. Je pense que l'argent a été mis au chaud et que dès la sortie de prison, autrement dit, dans quelques mois, on ira récupérer le magot. C'est pratiquement évident. Frédéric Portalier avait en effet l'habitude de se rendre pour affaires en Birmanie et en Thaïlande. Le magot a donc peut-être été caché là-bas. De son côté, Ulrich Benamar se pose lui aussi des questions. Il pense que cet argent a peut-être renfloué les caisses de certains partis politiques. Vous savez, tous les dossiers sont liés les uns aux autres par ce que je pourrais appeler des cellules anonymes. Et on retrouve au milieu de tout ça certains partis politiques, etc. Je pense que ça arrange beaucoup de personnes que ça en reste là et que ça n'aille pas beaucoup plus loin. Les principaux intervenants, je pense, n'ont pas osé ou n'ont pas pu peut-être dévoiler tout ce qu'ils avaient à dire. Ulrich Benamar n'en a pas encore fini avec la justice. Le repenti sera bientôt jugé à Toulon pour sa participation présumée à une autre affaire. Un énorme trafic de faux documents et d'escroquerie bancaire. Il risque 3 à 4 ans de prison. Sécurité sociale, ACEDIC, caisse d'allocation familiale, tous les organismes sociaux sont victimes d'escroqueries commises grâce à des faux papiers et à des fausses déclarations. La caisse d'allocation familiale de Roubaix, dans le Nord, a accepté de nous ouvrir ses portes. Avec 100 000 allocataires et 500 millions d'euros de prestations versées chaque année, c'est l'une des plus importantes de France. Allocation familiale, allocation pour parents isolés, RMI, aide au logement, les prestations sont multiples. Ici, comme dans toutes les caisses, les arnaques sont de plus en plus nombreuses. Le dossier de demande d'aide au logement de cet allocataire a par exemple éveillé les soupçons. En fait, j'ai téléphoné il y a 3 semaines, on dit qu'on a enlevé ce suspens et il n'a toujours pas été enlevé. Oui, effectivement. Bon, le dossier a été traité il y a une bonne quinzaine de jours, oui. Donc je vais faire un suivi en urgence pour lever ce suspens. Ça va être fait quand? Parce que moi, j'ai mon propriétaire qui commence à parler. Le contrôle est une activité de plus en plus importante de la caisse. Pierre est l'un des contrôleurs de la caisse d'allocation familiale. Comme tous les matins, il part pour ses visites à domicile. Ce jour-là, il doit rencontrer 3 allocataires soupçonnés de faire de fausses déclarations. Madame? Oui, bonjour madame, Pierre, contrôleur à la caisse d'allocation familiale. Aurore vit seule avec ses 2 enfants. Son mari l'a quittée à la naissance du 2e. Elle touche l'allocation parents isolés. Pour y avoir droit, elle doit faire une demande de pension alimentaire à son ex-compagnon. Mais Aurore n'a jamais fait cette demande. Pierre a des doutes sur l'absence du mari. Donc on vient faire le point sur votre situation, compte tenu qu'apparemment vous n'avez pas entamé de démarche pour la pension alimentaire, malgré plusieurs sollicitations. Bah oui, mais bon, je sais pas, oui. Oui, mais ça ne vous empêche pas que des démarches soient entreprises pour le rechercher. Okay. Et vous nous justifiez régulièrement de l'avancement des démarches. Tant que vous poursuivez la démarche, nous vous accompagnons. D'accord, ça marche. Quelles sont les ressources de la famille? Est-ce que les allocations versent? Uniquement les prestations familiales? Si Pierre découvre que le compagnon d'Aurore vit avec elle, son allocation parents isolés sera suspendue. Elle perdra alors 880 € par mois. Je vois pas l'avantage de mentir, quoi. Moi, je préférerais qu'il y ait quelqu'un pour élever ma fille, à la rigueur. C'est logique, je préférerais qu'elle ait son père pour l'élever plutôt que moi toute seule, quoi. C'est pas facile d'élever 2 enfants tout seul, quoi. Même s'il a l'habitude de ce genre de cas, Pierre n'est pas insensible à la situation d'Aurore. Il comprend ce qui pousse certaines femmes seules à tricher. Compte tenu de la législation actuelle, si elle se met en couple avec un monsieur qui n'a aucun revenu, les nouveaux droits seront inférieurs à ceux dont elle bénéficie aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'elle cache un nouveau compagnon? Parce que d'abord, elles ne savent pas si leur union va perdurer. Et ensuite, financièrement, comme vous avez vu, eh bien, ce sont leurs seules ressources. Hein? Donc, c'est difficile. Pierre poursuit ses visites
Il s'apprête à rencontrer une autre femme seule. Mais cette fois, il a les preuves que cette dame a fraudé. La jeune maman a touché une allocation de congé parental. Pour en bénéficier, il faut être sans emploi. Or, la jeune maman a travaillé sans le signaler à la CAF. Une fausse déclaration qui lui a permis de continuer à percevoir 500 € par mois de la caisse d'allocation familiale. Pourquoi vous n'aviez pas déclaré cette activité chez nous? J'étais tellement dans la merde au début que j'avais des huissiers, j'avais tout ce que j'avais pas à en sortir. C'est surtout les gros problèmes financiers Oui. qui justifient la non-déclaration. Quand vous avez rien, vous savez même pas acheter une bouteille de lait, et puis tout d'un coup, vous retrouvez que vous en avez plein, ben, faut vous mettre à ma place. Hein. Je suis pas en bois. Hein. Comment voulez-vous faire avec 3600 francs par mois avec 2 enfants? Vous savez que vous vous exposez, premièrement, à la récupération de tout ce qui a été versé à tort, et la Caisse est en droit d'entamer des poursuites judiciaires. Sûrement. À votre rencontre. Oui, vous avez fraudé. Oui, oui, oui. Hein? Madame, vous regrettez aujourd'hui d'avoir... Bah oui, je regrette. Bah oui, j'aurais su, j'aurais jamais fait tout ça. J'ai quand même 2 enfants. Hein. Mais l'argent appelle l'argent. Si vous saviez le nombre de personnes qui le fait, vous serez étonnés. Hein. Vous savez, j'ai pas fait ça non plus. On me disait, bah ça fait rien. De toute façon, il y en a plein qui profitent, alors pourquoi pas toi? Et voilà, moi j'en connais plein des gens. Je ne dirai jamais leur nom, hein, mais j'en connais plein. La jeune femme a été démasquée grâce au recoupement informatique de la CAF. Elle va devoir rembourser près de 12 000 €. Une somme énorme, d'autant qu'elle a perdu son travail. La CAF se remboursera en lui versant moins d'allocations. Comme elle a reconnu l'escroquerie, elle échappera aux poursuites judiciaires. La famille que Pierre va voir maintenant a déjà eu affaire plusieurs fois au service de la CAF. Là, on a des suspicions sur la situation de famille. A priori, madame hébergerait un monsieur et elle déclare que c'est son ami. Donc, pour certaines situations, on n'admet pas de vie commune. À eux deux, l'homme et la femme touchent 3 allocations différentes, car officiellement, ils sont séparés. L'homme est domicilié à une autre adresse, mais Pierre pense qu'il ment. S'il parvient à prouver qu'il vit sous le même toit, le couple n'aura plus droit qu'à une seule allocation. Bonjour madame, quelles allocations familiales? À la grande surprise de Pierre, la dame passe tout de suite aux aveux. On va pas mentir, on va pas tourner autour du pot, on va dire la vérité, ça sert à rien de mentir. Moi j'en ai marre. Il fait des faux papiers en disant qu'il habite ailleurs, non? Moi je m'en pas, papiers non. quand j'habite ailleurs? Je peux pas, non. Ce qu'il y a, c'est que lorsque 2 personnes constituent un couple, eh bien, le droit aux prestations familiales est calculé en fonction de la situation de famille. Oui, mais, ce que vous aviez droit. Oui, mais ça fait beaucoup moins. Imaginez-vous, moi je touchais 519 € et lui 500 et quelque chose. Alors il fait la tête. En fait, il dort chez vous, mais il voudrait dire que... Voilà. Maintenant, moi ça marche pas. On assume. On prend une femme, on prend un enfant, on prend un appartement, on prend ses responsabilités, on paye le loyer, le DF et on mange. Maintenant, lui, il faudrait passer la vie dans les cafés. De toute façon, tous les cafés le connaissent. Et il aurait fait comment pour faire un faux? Il aurait demandé... Ah ben, il a fait des attestations, comme quoi il vit chez l'un, il vit chez l'autre. C'est vrai ça monsieur, vous avez fait des faux déjà ou pas? Ou jamais? Non. Donne ton attestation si t'es un homme, si t'es pas un alcoolique. S'il peut avoir un logement d'urgence, il s'en va. On se sépare parce que il y a alcoolique, il a frappé mon fils. Non, je suis pas d'accord du tout, madame. Pourquoi t'as frappé mon fils? Parce que t'es ivre-mort. Arrête, tu veux qu'on filme les canettes derrière ton machin, là? Il y a un sac. Rien qu'une soirée. Voilà le petit déjeuner de monsieur. C'est grave d'être alcoolique. Bon, moi, je vais établir une attestation qui confirme la présence au domicile de monsieur et que dans l'immédiat, eh bien, tant que vous n'avez pas d'autre logement, on continue de considérer qu'il y a un couple. Et donc, les prestations sont calculées, comme je vous l'ai précisé, pour le couple. Bon, moi, je vous laisse. Dès qu'il y a un changement, vous n'hésitez pas à prendre contact. Officiellement, la caisse d'allocation familiale a repéré 1400 cas de fraude sur toute la France pour l'année 2002.
Des escroqueries qui coûteraient tout de même la bagatelle de près de 12 millions d'euros à la collectivité. Une partie des sommes indues est récupérée par la suspension des allocations aux fraudeurs. Les faux papiers ne servent pas uniquement aux escroqueries financières. On les retrouve dans tous les domaines de la criminalité. Terrorisme, drogue, trafic d'êtres humains. Dans ces milieux, les documents de mauvaise qualité ne sont pas acceptables. Les faussaires ne travaillent donc pas sur des faux, mais sur de vrais documents vierges sortis de l'imprimerie nationale. Des vrais faux quasiment indétectables. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, près de 10 000 passeports vierges, 5 000 permis de conduire et 10 000 cartes grises ont été dérobés par des braqueurs. Ils avaient attaqué une camionnette Chronopost dans les Hauts-de-Seine, mais aussi à Grasse dans le sud de la France. Christophe Naudin est chercheur en criminologie. C'est un spécialiste des faux papiers. Il y a une recrudescence en fait de braquage en ce qui concerne les documents vierges parce que c'est un nouveau marché qui n'existait pas il y a quelques années et qui se développe de façon importante. La raison est simple, ça rapporte presque autant que les stupéfiants. Il y a beaucoup moins de risques sur le plan pénal. Les peines encourues pour le trafic de faux papiers sont de 5 ans maximum. Et ça se vend combien alors Alors, tout dépend de la qualité des documents, mais des documents qui sont totalement vierges, qui sont des documents authentiques sortant de l'imprimerie nationale. Alors, en ce qui concerne les passeports, c'est entre 3 et 4 000 euros. Un permis de conduire, c'est environ aussi 3 000 euros. Et en ce qui concerne les cartes grises, c'est pas ma spécialité, mais je dirais qu'à moins de 1 500 euros, je serais très étonné qu'on en trouve de cette qualité-là. Et la meilleure qualité est évidemment celle qui est garantie par l'État et par l'imprimerie nationale, qui édite les souches de ces documents officiels. Cet homme, nous l'appellerons Michael. Lui aussi est un expert en faux papiers, mais du côté des trafiquants cette fois. Il nous montre un passeport vierge qu'il vient d'acheter pour un client. Il s'agit d'un passeport authentique provenant d'un braquage, comme celui de Chronopost. Tiens, voilà. Ça, c'est une vraie souche. Comment tu sais, toi, que c'est un vrai? Je connais la différence entre le faux et le vrai, en touchant le faux et en touchant le vrai. C'est le métier, quoi. Ça sort de l'imprimerie nationale, quoi. C'est un vrai. C'est clair. Ça, c'est un vierge. Il faut le ramener à quelqu'un pour le remplir, coller la photo, coller le plastique. C'est quelqu'un qui va mettre le tampon et tout. Donc, Et ça, c'est important pour toi d'avoir un passeport vierge comme ça C'est mieux qu'un faux. Hein. Parce que là, il est numéroté, donc il a une identité, en fait, celui-là. C'est-à-dire qu'un jour, si on tape ce numéro-là, il peut ressortir... Volé. Il va ressortir volé. Pour éviter que ce numéro soit repéré par les services de police, il sera transformé par les faussaires. Ces passeports sont rares et recherchés par les trafiquants qui souhaitent voyager sous une fausse identité et passer les frontières sans encombre. Nous sommes à Roissy, l'un des plus grands aéroports d'Europe. Ici, les policiers de la PAF, la police de l'air et des frontières, doivent faire face depuis plusieurs années à la multiplication des faux papiers. Nous sommes à la cellule documentation de la PAF. On va commencer. Tout d'abord, bonjour, bienvenue à Roissy. Le capitaine Nadine André travaille depuis longtemps dans ce service. C'est une experte en faux papiers. C'est elle qui forme les nouveaux arrivants car il est de plus en plus difficile de détecter les faux documents. Les faussaires du monde entier rivalisent d'ingéniosité. Ils font les documents de mieux en mieux. Ils réussissent à intégrer de plus en plus de sécurité. Ils savent refaire un film plastique, ils savent comment trouver une encre qui réagit sous UV. Ils sont même capables de vous trouver un fil de sécurité. Ils peuvent vous insérer un filigrane, ça, ils savent faire ça. Ils le font bien même. Ici c'est un passeport français, ici aussi. Celui-ci est totalement contrefait, ça veut dire totalement faux. Hein. Ici, là, ils ont juste changé la photo ici, hein, avec quelques mentions qui ont été grattées. Hein. Erika, vous voyez, qui correspond à un homme. S'ils ont le moindre doute sur un document, les policiers l'examinent dans cette machine sophistiquée. Ici, c'est un vrai film. Ici, c'est le vrai film. Ils ont juste changé la photo. Vous voyez, il n'y a plus de sécurité sur la photo. Ici. Ici, le film authentique a été retiré. La photo a été changée. Et puis, ils ont apposé un film destiné à la poche des enfants. Hein. Alors ici, les stylos filigranes.
sur un passeport authentique. Ici, le même filigrane sur la contrefaçon. Alors ici, vous voyez à l'œil nu, et il est beaucoup moins net déjà ici. Chaque jour, la brigade de la PAF contrôle une trentaine de vols réputés sensibles. Des étrangers qui tentent d'entrer en France de manière illégale. La traque n'est pas facile. Ici, pour examiner les papiers, les policiers disposent d'un matériel plus rudimentaire. Le compte-fil en fait une simple loupe qui leur permet de détecter les imperfections. Ce matin, le capitaine André et ses hommes contrôlent un vol en provenance de Brazzaville. Vous allez où, monsieur, là? Vous allez où, là? Pardon? Vous arrêtez ici? Merci, monsieur. C'est quoi qui vous attire l'attention quand vous jetez un coup d'œil? La façon dont ils ont de regarder, de se comporter, s'ils sont nerveux, s'ils ne sont pas sûrs d'eux, ces passagers-là, c'est évident qu'on va les regarder avec un peu plus d'attention. Et ce monsieur, le grand en particulier, quand j'ai vu qu'il était nerveux, c'est évident que je vais également regarder pourquoi il est nerveux. Parce que l'agressivité peut être aussi une arme pour eux d'essayer de me faire peur. Parce que bon, il faisait 2 mètres, moi j'en fais la moitié, quoi. La nervosité est en effet l'un des signes qui attire l'attention des policiers. Mais en fait, l'homme était en règle. Celui-là, en revanche, présente des papiers suspects. Mais ça, c'est pas valable. Hein. Ça, c'est valable pour quitter la France, pas pour y rentrer. S'il n'a pas le titre de séjour qui l'accompagne. Et c'est quoi ça comme document? Récépissé demande de carte de séjour. Donc ce monsieur a demandé une carte de séjour sur le territoire français. Donc là, vous allez vérifier que vous allez faire. Là, on n'a pas le passeport, puisque ce monsieur a oublié son passeport. On n'a pas le passeport, on n'a pas le titre de séjour original. Donc nous, comme le document est plastifié, on ne peut pas correctement vérifier les sécurités qui sont sûres. On va devoir le placer en vérification, appeler la préfecture, vérifier que le monsieur qui est connu en préfecture est bien celui que nous avons devant nous. Et puis sans passeport, ce monsieur, normalement, ne peut pas entrer en France. Comme beaucoup de clandestins, l'homme a dû se débarrasser de son passeport dans les toilettes de l'avion. Monsieur, la compagnie aérienne n'a pas pu vous embarquer juste avec ça, c'est pas possible. La falsification de son titre de séjour ne fait aucun doute, mais l'homme continue à prétendre qu'il habite bien en France. C'est une seule photo. Le timbre humide passe sous la photo, il est sur la photo déjà. Donc c'est ce timbre humide. Il manque le M de Mantes-la-Jolie, puisque le titre de séjour aurait été établi à Mantes-la-Jolie. Vous avez le S qui ne ressemble pas à grand-chose, et en plus le E d'étranger est sous la photo, alors qu'il devrait être sur la photo en toute logique. Où? À Mantes-la-Jolie. Nantes. Nantes. L'homme ment et ses mensonges commencent à agacer les policiers. Nantes-la-Jolie. Vous connaissez l'équipe de football de Nantes-la-Jolie? Vous rendez à Nantes-la-Jolie comment, monsieur? En taxi, en train, en avion, en RER? Non, en train, à la gare du Nord et puis... La gare du Nord. Gare du Nord, pour aller à Nantes. D'accord. À la gare du Nord, pour aller à Nantes. Vous habitez en haut de la colline ou vous habitez en bas à Nantes? Si vous habitez en haut de la colline, vous voyez la mer. Si vous habitez en bas, vous voyez pas la mer. En haut. Donc vous voyez la mer. Alors monsieur, on ne va pas faire de l'acharnement. Ce document n'est pas le vôtre, il est falsifié. Ce document n'est pas authentique, c'est une contrefaçon et il y a un compostage contrefait de notre propre aéroport. Alors, autant vous dire qu'on connaît quand même les tampons qu'on met. Donc l'entrée en France vous est refusée, le capitaine qui va prendre la suite va vous notifier tout cela, va vous expliquer tout ça, va vous donner les références du prochain vol de retour au pays. Voilà. J'habite en Nantes. Monsieur, vous ne savez même pas où est Mantes-la-Jolie. Nantes, monsieur. Nantes, monsieur. Nantes-la-Jolie. Non, monsieur. On aimerait qu'ils arrêtent d'insister et de mentir et puis qu'ils nous disent bon d'accord, je vous mens, j'ai des problèmes dans mon pays parce que c'est ce que monsieur va finir par nous dire dans 1 ou 2 heures. Nous, ça nous aiderait déjà qu'ils nous disent carrément bon, d'accord, j'ai joué, j'ai perdu, c'est pas mon vrai document, je vous mens, mais j'ai des problèmes dans mon pays, je demande l'asile politique. En l'espèce, l'asile politique lui a été refusé. Le fraudeur est donc ramené dans l'avion du retour. Il est embarqué bras et jambes liés, comme le veut la procédure, pour éviter tout risque de rébellion.